7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le 8 mars 2024, la France est officiellement devenue le premier pays à faire entrer l'IVG dans sa constitution. L'avortement est devenu un droit fondamental pour les Français. L'accès à l'avortement fait partie de l'un des principaux combats des féministes actuelles. Soutenir le droit à l'IVG est un devoir pour toute personne qui se respecte si l'on ne veut pas être un dangereux réactionnaire. Mon corps, mon choix est l'argument ultime du soutien à l'avortement. Et cet argument ne se cantonne pas à ce sujet, il peut être repris à l'infini. Et pour toutes les diverses idéologies woke soutenues actuellement par la gauche, toutes les idéologies transgenres, LGBTQIA+, etc. Mon corps, mon choix est considéré comme l'ultime cri de liberté qui permet et peut excuser à peu près tout. L'avortement est présenté comme la meilleure et voire la seule solution. Pourtant, certaines femmes, notamment, reviennent de cette décision prise il y a des années et maintenant en témoignent de leur avortement. Elles en témoignent notamment auprès des parlementaires pour les alerter, les sensibiliser et puis essayer de réfléchir avec eux à des aides et des solutions qui pourraient être proposées aux femmes comme alternative à l'avortement. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux femmes, Valérie et Alexandra, qui ont accepté de raconter un petit peu leur histoire et de témoigner de leur avortement. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi. Aussi, vous êtes engagées donc toutes les deux auprès de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, pour interpeller donc les parlementaires français de la réalité de l'avortement, du manque d'accompagnement des femmes, souvent en détresse, qui pensent à l'IVG, mais à qui aucune, ou très peu du moins, d'alternatives ne sont proposées. Alors avant d'entendre votre témoignage, nous sommes aussi avec Nicolas Bauer. Bonjour. Bonjour Adèle. Vous êtes chercheur associé à l'ECLJ et donc c'est vous notamment qui portez ce projet auprès des parlementaires. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer un petit peu quel est ce travail ? Oui, alors cette initiative a émergé en fait avant le contexte des législatives, mais elle se poursuit. Elle a émergé en février au moment de la constitutionnalisation de l'avortement. Et nous avons remarqué à ce moment-là un décalage entre le discours politique sur la liberté de l'IVG et les nombreux témoignages que nous recevions de femmes qui n'avaient pas vécu leur IVG comme une liberté, mais qui l'avaient subi ou qui en avaient souffert. Et donc, en tant qu'ONG, nous avons fait notre rôle d'intermédiaire entre ces femmes et les institutions politiques en organisant des rendez-vous avec des parlementaires. Donc, nous avons vu une vingtaine de parlementaires auprès desquels ces femmes, dont Alexandra et Valérie font partie, ont pu témoigner. 17 femmes se sont engagées dans le projet. Et maintenant, ce projet nous dépasse un peu. On s'est rendu compte que certaines femmes prenaient des rendez-vous avec des parlementaires en dehors du cadre de l'ECLJ et on en est très heureux. Et donc voilà, elles ont vraiment en fait fondé un collectif entre elles et elles continuent le travail auprès donc certaines des candidats aux législatives, et des futurs députés. Mmh. Et donc vous l'entendrez sans doute avec les témoignages d'Alexandra et Valérie. Mais ce que moi j'ai retenu des témoignages, ce qui m'a frappé en tout cas, c'était de voir les conséquences de l'IVG pour les femmes elles-mêmes, d'entendre ces conséquences que ces femmes ne connaissaient pas avant, de voir aussi qu'elles n'avaient pas eu d'alternative alors qu'elles auraient aimé qu'on leur en présente et qu'elles puissent vraiment y réfléchir. Et vous avez aussi de nombreux témoignages de femmes qui ont dit avoir avorté sous la pression de leur compagnon, parfois violent. Ou du planning familial et qui n'ont pas du tout été libres. Et donc les questions que ces femmes posaient aux parlementaires, c'était comment protéger vraiment une vraie liberté. Oui. Voilà. Et là maintenant, donc avec la nouvelle assemblée qui va se constituer, il y a de nouveaux enjeux parce que je suppose que vous vous adressez en priorité, enfin en tout cas les parlementaires qui acceptent de vous écouter sont plutôt à droite de l'échiquier politique. Alors nous en avons rencontré de quasiment tous les groupes politiques. En fait, tous les groupes, sauf les groupes de l'actuel Nouveau Front Populaire, mais sinon Oui. de Renaissance au Rassemblement National, en passant par toutes les autres nuances, nous avons pu rencontrer des parlementaires. Et en fait, c'est pas toujours ceux auxquels on pensait qui ont été les plus sensibles. Donc vous avez par exemple un parlementaire plutôt penchant à gauche qui avait été touché lui-même par l'avortement de sa compagne et de sa fille. Qui a rédigé une proposition de loi pour mieux rembourser les échographies quand on poursuit sa grossesse, puisqu'actuellement,
Les échographies, quand on poursuit sa grossesse, sont remboursées à 70% par la sécurité sociale, alors que les mêmes échographies dans le cadre de l'avortement sont remboursées à 100%. Donc voilà pour ce député. On en a eu une autre aussi de la majorité présidentielle actuelle, ou plutôt passée, qui elle-même avait avorté, en avait eu des conséquences pendant des années, et a été choquée de savoir que sur le site ivg.gouv, il était inscrit que l'IVG n'avait pas de conséquences négatives pour les femmes. Et donc cette parlementaire aussi avait le projet d'essayer de faire modifier ce site. Donc voilà, ce sont deux députés sortants qui vont, eux, sans doute être réélus. Et comme vous le disiez, bien sûr, avec une majorité peut-être un peu plus conservatrice, il sera sûrement plus facile de faire passer ces projets et d'autres après les législatives. Oui, en tout cas, donc vous continuez voilà, d'intervenir auprès des parlementaires. Il y en a beaucoup qui continuent d'accepter. On va reparler un petit peu de cette question, de l'avortement dans l'actualité. Avant, on entendra donc les témoignages d'Alexandra et Valérie. Et puis ensuite, nous serons avec aussi Mathieu Lavagna qui a écrit un livre qui s'appelle La raison est pro-vie. Et donc, on parlera un petit peu plus des arguments qui sont plutôt contre l'avortement, des arguments rationnels et scientifiques contre l'avortement. D'abord, on va faire un petit point d'actualité avec Augustin. Donc on reprend notre table ronde. Ainsi donc Valérie et Alexandra, donc, vous faites toutes les deux partie de ce beau projet que porte le CLJ. Alors on peut commencer par vous, Valérie, si vous le voulez bien. Pour vous, donc, vous m'avez expliqué, c'était en 1996, vous avez décidé d'avorter. Est-ce que c'était un, un choix vraiment libre de votre part? Est-ce que vous y avez été poussé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre histoire? Oui. Donc ce n'était pas un choix libre dans le sens où je désirais l'enfant que je portais. Et le papa, lui, n'était pas prêt. J'étais en difficulté relationnelle avec ma famille à ce moment-là, de façon quand même assez, voilà, les choses étaient très tendues et j'étais étudiante. Et je me suis j'ai été entourée de quelques amis et sur les personnes qui m'entouraient, la grande majorité m'ont conseillé l'avortement. Et une seule a essayé de m'encourager à garder l'enfant. Voilà, et ça a été un choix terrible pour moi, puisque j'avais déjà donné un prénom à cet enfant, donc avant même l'avortement, et derrière les conséquences ont été difficiles, que ce soit sur un plan physique ou psychologique, puis ensuite tout ce que j'ai découvert, voilà, par la suite. Alors, ce qui me frappe surtout, c'est que cet avortement a eu lieu le 8 mars 1996. Oui. Très rapidement derrière, j'ai été à nouveau, rapidement, oui, à nouveau enceinte. Et cette fois, le papa a décidé de m'accompagner. Et donc, mon fils est né le 8 mars 1997. Et pour moi, c'est un ode à la vie. Voilà. Oui, une grande symbolique. Oui. Et alors, lorsque vous avez donc pris cette décision, voilà, lorsque vous avez décidé de vous tourner vers l'avortement, quand vous vous êtes rendu à l'hôpital ou en tout peut-être dans des centres, comment est-ce que vous avez été accueilli? Alors, j'ai été accueillie d'une façon très administrative, même si j'ai eu un entretien avec une psychologue très courte, avec un temps de réflexion. Mais rien ne m'a été proposé d'autre que l'IVG. Rien d'autre. Et c'est vrai que si à l'époque il m'avait été proposé un soutien, je pense que les choses auraient été totalement différentes. Oui. Là, vous voyez l'impact. Enfin, je suppose que voilà, la trace de cet avortement, reste gravée en vous, que ça a un impact sur votre vie au quotidien. Ou... Oui, puisque les conséquences démarrer une famille, fonder quelque part une famille sur ce type d'acte,
a abouti de toute façon à l'éclatement de la famille. Voilà, ça a été très lourd parce qu'il y a derrière, il y a des choses que, enfin, maintenant c'est réglé pour moi, mais pendant longtemps il y a des choses que je n'ai pas pu oublier malgré tout. Oui. Et vous alors, Alexandra, est-ce que vous pourriez aussi nous parler un petit peu enfin voilà, nous donner votre témoignage, comment s'est passé votre avortement, enfin quel était le contexte aussi pour vous? En fait, moi, j'en ai vécu plusieurs d'avortements. J'en ai vécu 2. Et j'ai aussi pris la pilule du lendemain un nombre incalculable de fois dans ma jeunesse. Mais les 2 avortements que j'ai vécus en milieu hospitalier, pour le premier, au départ, j'étais assez heureuse presque je savais que je tombais enceinte quand je suis tombée enceinte. Et ma première réaction, ça a été une grande joie. Et puis rapidement, j'ai été rattrapée par des doutes. C'est pas le moment. L'homme avec qui je viens de faire cet enfant, c'est pas vraiment l'homme avec lequel j'envisage de passer ma vie. J'étais jeune, et pour moi, enfin, en même temps, j'avais un désir de le garder, et en même temps, ça me paraissait impossible. Et donc, j'étais vraiment habitée par un doute très très fort. Et en fait, je dirais que, oui, j'ai été libre d'avorter, bien sûr, mais en fait, là où j'ai manqué de liberté, c'est que je n'ai trouvé personne pour m'accompagner, pour creuser ce doute. En fait, je ne trouvais qu'une autoroute vers l'avortement. Oui. Et finalement, enfin, j'ai avorté en pleurant. J'ai pleuré pendant 1 semaine sans vraiment comprendre pourquoi après. Mais pour moi, je n'ai pas été libre parce que je n'ai pas été informée, parce que je n'ai pas été accompagnée dans ma réflexion, parce que personne ne m'a dit attends, tu peux garder cet enfant. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Tu peux être aidé. Tu peux aussi, si tu n'envisages pas de le garder, si tu te sens incapable de l'élever aujourd'hui, tu peux aussi le confier à l'adoption, etc. Mais je n'ai rien rencontré de tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais dans une grande confusion mentale, dans une incapacité à véritablement réfléchir. Et alors, bien sûr, à l'époque, entre mes 2 avortements qui ont eu lieu j'ai vérifié maintenant les dates, qui ont eu lieu à un peu plus d'1 an d'écart. Pour le premier, j'ai eu un rendez-vous avec une psychologue, mais qui est véritablement expédié, en fait. Il n'y a pas un véritable accompagnement à la réflexion. Et pour le deuxième, il n'y en avait carrément plus. Ah oui. Voilà. Donc on peut dire que effectivement aujourd'hui, là, une grossesse qui fait douter conduit à un avortement assez aisément. Oui, l'avortement est présenté vraiment comme la solution. On ne présente pas forcément pas d'alternative aux femmes. Et comme vous le disiez, c'est vrai que finalement, si on ne sait pas dans quoi est-ce qu'on se lance, dans quoi est-ce qu'on s'engage, si on ne connaît pas toutes les possibilités qui nous sont proposées, en fait, le choix, on ne peut pas faire un choix vraiment éclairé, finalement. Et vous, donc, merci beaucoup à toutes les 2 pour vos témoignages. Enfin, vous restez avec nous pour la suite de l'émission, bien sûr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis aussi avec Mathieu Lavagna. Mathieu Lavagna, vous êtes auteur conférencier, diplômé notamment de philosophie, et vous avez publié début 2024 un livre qui s'appelle La raison est pro-vie, dans lequel vous développez donc des arguments contre l'avortement, arguments, vous le soulignez dans le sous-titre de votre livre, arguments qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas portés sur la foi, mais qui sont vraiment des arguments rationnels, philosophiques. Quels sont... Vous parlez principalement de 5 arguments, me semble-t-il, dans votre livre, 5 arguments vraiment principaux, ou en tout cas un vraiment qui vous tient à cœur, et après vous le développez en 5 sous-arguments, on dirait. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez présenter ça?
Oui, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre justement parce que je me disais que il n'y avait pas assez de rationalité dans le débat sur l'avortement, qu'aujourd'hui on était dans des combats de émotifs plutôt, sans écouter les positions de l'autre. Et notamment, nous, les pro-vie, on est catégorisés comme étant des gens qui sont obscurantistes ou qui savent pas réfléchir. Et je me disais, ça serait bien de mettre voilà, des arguments rationnels, purement scientifiques et philosophiques sur la table pour qu'on puisse discuter de ça du point de vue de la raison avec des personnes qui défendent l'avortement sans faire appel à des questions religieuses ou quoi que ce soit. Mhm. Et donc, dans le livre, je développe plusieurs arguments, mais je commence par rappeler un petit peu les bases en sciences pour partir de certains points communs avec les défenseurs de l'avortement. Et donc, en gros, la première partie du livre consiste à montrer que, euh, que premièrement, le fœtus est un être humain biologiquement, Mhm. et que l'avortement consiste à tuer directement et volontairement le fœtus. Et donc, par implication, que l'avortement consiste à tuer directement et volontairement un être humain. Et donc ça, je m'appuie voilà, sur des manuels d'embryologie pour le montrer. Je m'appuie aussi sur ce que disent les défenseurs de l'avortement au niveau universitaire. Donc aujourd'hui, on a des philosophes pro-avortement comme Peter Singer, David Bonin, qui vont tous admettre que le fœtus est un être humain. C'est quelque chose qui est pas débattu chez les universitaires qui défendent l'avortement. Donc il y a des citations dans le livre où vous verrez que voilà, même les défenseurs de l'avortement admettent ce fait biologique. Mais alors eux, ils vont essayer de soutenir que euh, pas tous les êtres humains ont un droit à la vie et que pour avoir un droit à la vie inaliénable, il faut en plus être une personne. Et ils vont dire pas tous les êtres humains sont des personnes. Il faut un certain stade de développement pour acquérir le droit à la vie et pour avoir le statut moral de personne. Et donc voilà, ils vont essayer de proposer plusieurs critères. Et Mhm. donc, la deuxième partie du livre consiste aussi à répondre à ces critères qui ont été proposés. Donc, par exemple, est-ce que ça peut être la sentience, le fait de pouvoir ressentir des choses? Est-ce que ça peut être la viabilité? Est-ce que ça peut être la conscience de soi ou des choses comme ça? Tous les critères qui ont été un petit peu proposés pour chercher à disqualifier certains êtres humains de leur droit à la vie, sous-entendant qu'ils ne seraient pas des personnes. Et Mhm. je montre pourquoi ces critères ne sont ni des conditions nécessaires ni suffisantes pour avoir un droit à la vie. Et derrière, bon, je développe d'autres arguments. Et j'ai aussi une section où je réponds aux arguments des défenseurs de l'avortement qu'on entend voilà, souvent au quotidien, les fameux mon corps, mon choix, pas d'utérus, pas d'avis. Comment est-ce qu'on répond à Mhm. ça du point de vue de la raison? Oui. Et donc voilà, pas mal d'arguments à ce niveau-là. Mhm. Mais vous parliez enfin, voilà, du développement aussi du fœtus, de l'embryon, qui est souvent présenté par les personnes qui soutiennent l'avortement comme, en fait, qui n'est même pas... Enfin, je suppose que vous, Alexandra et Valérie, est-ce que lorsque vous êtes présentés dans un hôpital, ou est-ce que, vous, ce n'était pas votre cas, mais lorsqu'on se présente au planning familial, personne ne vous propose d'écouter par exemple le cœur ou de voir vraiment où en est le bébé. Bah, je dirais que la proposition de l'avortement repose, si ce n'est sur un mensonge, en tout cas sur une dissimulation. Mhm. Parce qu'effectivement, on n'est pas informé ni de l'état d'avancement de l'embryon, ni de ce que ça peut être. Moi, parfois, j'ai le vertige de l'ignorance dans laquelle je pouvais être à cette époque. Alors Mm. que, il me semble que passé 18 ans, après avoir fait un cycle de lycée, en tout cas à l'époque où la biologie était encore au cursus général, quoi. Euh, il y a vraiment une dissimulation complète sur ce qui se passe dans le ventre des femmes de la conception jusqu'à la naissance. Mhm. Oui, tout à fait d'accord. Aucune information dans le but, je pense justement, de vouloir valider la banalité de l'acte. Je, je pense que c'est quelque part un peu délibéré. Mhm. Oui, et là actuellement, Mathieu Lavagna,
donc l'IVG est entrée dans la Constitution. Il y a beaucoup de monde qui, parfois même, on voit auprès des personnes pro-vie, enfin voilà, qui se battent contre l'avortement. En fait, finalement, à quoi qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant, actuellement, de la politique, ou qu'est-ce qui pourrait changer vis-à-vis de la façon dont l'avortement est présenté en France, de la façon dont on peut parler de l'avortement. Tout semble un peu bouché, puisque dès qu'on commence à dire, leur proposer des solutions, des foyers d'accueil, en tout cas dès qu'on veut donner par exemple des prospectus qui présenteraient des alternatives à l'avortement, on est tout de suite complètement rembarré et mis complètement au banc. Oui, au banc. De toute façon, aujourd'hui, dès qu'on essaye de questionner l'avortement en tant que droit fondamental, on est tout de suite, ipso facto, catégorisé comme étant un infâme réactionnaire d'extrême droite. Et donc, du coup, il y a même plus cette liberté de parole, il y a même plus cette liberté de débat. Alors qu'aux États-Unis, justement, il y a encore cette liberté de débat. Vous avez aux États-Unis des débats entre les pro-choix et les pro-vie qui débattent ensemble. La liberté d'expression à ce niveau-là est beaucoup plus ouverte qu'en France. En France, c'est vraiment un circuit très fermé. Et d'ailleurs, aucun politique aujourd'hui n'ose remettre en question le droit à l'avortement, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, malheureusement, pour la France, je suis assez pessimiste sur les années à venir, parce que voilà, on est le premier pays à avoir constitutionnalisé l'avortement. Mais voilà, je pense qu'il faut commencer par lutter au niveau de la culture, au niveau de l'instruction des gens. Il faut instruire les femmes, les jeunes, en particulier voilà, dans les écoles, les former en matière d'embryologie, les former sur le développement prénatal, euh, et puis pour que l'avortement ne soit pas la seule option, proposer aussi beaucoup des options alternatives comme l'adoption. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations en France qui travaillent dans l'accueil des femmes enceintes, et donc il s'agirait de promouvoir ces associations aussi. Malheureusement, le gouvernement ne fait rien pour ça. Le gouvernement ne propose que l'avortement comme alternative. Donc, je pense que c'est à nous, militants, voilà, de proposer ces alternatives aux femmes, de venir en aide à ces femmes en détresse. Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, en tout cas en France. J'espère qu'on se rapprochera un petit peu des positions des États-Unis où le débat est déjà au moins posé sur la table. En France, c'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre, pour essayer de réouvrir un peu le débat. Oui. Oui, c'est ce que vous faites avec le CLJ finalement, Nicolas Bauer et puis Valérie et Alexandra qui faites partie de ce projet auprès des parlementaires. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la question de l'échographie qui a pu être étendue, enfin ouverte aux, enfin voilà, si vous pouvez redétailler ce point et préciser un petit peu plus peut-être, enfin voilà, les évolutions qui peuvent être proposées vraiment concrètement par les parlementaires. Alors sur l'échographie, c'est la question du remboursement pour qu'elle soit Ouais. aussi bien remboursée quand on poursuit sa grossesse que quand on l'interrompt. Mais il y a d'autres initiatives concrètes dont on a discuté avec les parlementaires qui peuvent tout à fait être menées sans forcément qu'elles soient vues comme pro ou anti-IVG. Mhm. Par exemple, vous avez donc un délit d'entrave à l'avortement. Donc il est interdit d'inciter quelqu'un à ne pas avorter. Par contre, il n'y a pas de délit d'entrave à la poursuite de la grossesse. Et quand vous avez des femmes qui viennent témoigner devant des parlementaires en leur disant j'aurais aimé poursuivre ma grossesse, mais on m'a très très fortement poussé à ne pas le faire. On avait par exemple un témoignage d'une fille qui a été tirée par les cheveux jusqu'à l'hôpital par sa maman. Et là-dessus, il y a pas beaucoup de protection en fait. Donc vous avez des témoignages de personnes aussi, de femmes qui disaient qu'elles étaient harcelées par téléphone. Bon, bien Mhm. sûr, le harcèlement est pénalisé, mais s'il y avait une protection un petit peu plus spécifique pour ce cas qui est quand même très fréquent, ce serait quand même intéressant. Et ensuite, vous avez
toute la question effectivement des alternatives qui ouvre tout un champ. Donc il y a les alternatives qui existent, où là-dessus il faudrait simplement informer qu'une femme qui est enceinte, qui désire l'IVG, ait aussi une information sur les alternatives. Donc ça peut se créer tout à fait par une loi. Et après, vous avez aussi la question de créer des nouvelles alternatives. Et aux États-Unis, par exemple, il y a le système de l'adoption ouverte qui fonctionne très bien. Parce qu'en France, du coup, on a l'accouchement sous X, mais qui fait aussi un petit peu peur, puisqu'on a l'impression d'abandonner son enfant. Même si ce n'est pas le cas, mais c'est un peu le sentiment qu'ont les couples. Mais l'adoption ouverte, on choisit vraiment, aux États-Unis, on choisit vraiment la famille selon des critères, on la rencontre, et il y a un lien qui est gardé avec la mère biologique. Et aux États-Unis, ils ont le choix entre l'adoption ouverte et l'adoption fermée, et quasiment tout le monde choisit l'adoption ouverte. Oui. Donc il y a aussi ce type d'alternatives qui peuvent tout à fait être proposées. Et ensuite, il y a toute la question de l'éducation affective et sexuelle. Ça, c'est encore un autre champ. Mais Oui. Du coup, là, pour l'instant, c'est le planning familial qui a le quasi-monopole sur ce sujet. Et on pourrait en changer un petit peu le contenu. Merci beaucoup à tous les trois, malheureusement, à tous les quatre, pardon. Malheureusement, il nous manque du temps pour poursuivre cette discussion. Peut-être qu'on en refera une émission plus approfondie. En tout cas, merci à tous les quatre. Et puis, on verra, on suivra attentivement les actions qui pourront être menées avec les parlementaires, avec le CLJ. Voilà. Merci beaucoup.